Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se rejoint pour notre deuxième numéro du podcast qui est lancé par AEDH dans le cadre des actions de plaidoyer en vue des futures élections présidentielles au Congo-Brazzaville. Donc nous sommes vraiment à l'approche de ces élections, à 3 semaines maintenant. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va nous occuper pendant une trentaine de minutes et qui va porter sur le sujet de la compétition électorale et notamment sur le fait de savoir quel est le rôle de la société civile et de la diaspora dans cette compétition électorale au Congo-Brazza. Et pour ce faire, je serai accompagnée de Marcus Kissa. Donc bonjour Marcus Kissa. Bonjour Charlène, bonjour à ceux qui nous suivent et nous suivront. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien, malgré la météo qui est un peu capricieuse, mais sinon ça va. Bon, ben c'est parfait. On a eu la chance d'avoir une super semaine, donc c'est vrai qu'on ne va pas trop se plaindre. C'est pas faux. Marcus, est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement pour ceux et celles qui vont nous écouter, donc nous dire qui tu es, ce que tu fais, et voilà. Alors, Marcus Kissa, je suis le coordonnateur du collectif Ça Suffit. Le collectif Ça Suffit est une organisation de la société civile congolaise qui milite pour un rétablissement au Congo-Brazza d'un état de droit, un retour à la démocratie, le respect des droits de l'homme et moins de... On s'étale aussi sur... on essaie d'aller aussi vers... une meilleure gestion de l'État par des enquêtes, des interpellations de la classe politique au travers de documents que nous produisons et voilà. D'accord. Depuis combien de temps tu es dans ce collectif maintenant ? Ça va faire 3 ans. On est en 2021. Ça va faire 3 ans. Alors, j'y suis depuis 4 ans et depuis 3 ans, j'en suis le coordonnateur. D'accord, très bien. Alors, les élections au Congo sont prévues pour le 21 mars prochain. Je suppose que sur le terrain, la tension est très forte, puisqu'on sait qu'au Congo-Brazza, comme dans d'autres pays de la sous-région, les périodes électorales sont vraiment des périodes très complexes, très compliquées, que ce soit pour l'opposition, le pouvoir en place ou encore les citoyens. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ce que je veux dire, c'est... qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse qualifier aujourd'hui les élections au Congo-Brazzaville d'inéquitables ? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? On a un pouvoir qui s'est imposé au travers d'un changement de la Constitution en 2015, mettant en place des institutions qui fonctionnent essentiellement pour protéger la machine politique qui est au pouvoir actuellement, avec des verrous empêchant d'attaquer le président de la République, avec des dispositifs législatifs qui permettent d'inclure des membres du parti au pouvoir dans les cellules même qui régissent qui sont censées organiser la gouvernance électorale. Oui. Et on a sur le terrain une forme de disparité tant au niveau de l'accès aux médias entre ceux qui sont au pouvoir et ceux de l'opposition. Donc sur le terrain, il est quasiment impossible pour ceux qui se présentent à ces élections et même pour les partis qui les soutiennent de s'exprimer librement, ne serait-ce que sur la chaîne publique. Déjà là, on a plusieurs éléments qui justifient cette inéquité. Après, sur le terrain, on a des éléments qui ne sont pas marqués gravés dans la pierre, mais qui se manifestent par une pression constante des forces armées, de la police, sur ceux qui, soit de la société civile, soit de la classe politique, essaient d'interpeller d'une manière ou d'une autre cette classe politique, en tout cas ceux qui sont au pouvoir. Très bien. Donc oui, donc au niveau des institutions, on voit qu'il y a un espèce de
il n'y a pas vraiment de séparation finalement. Ceux qui se retrouvent au pouvoir se retrouvent aussi dans les cellules qui sont censées observer les élections de manière tout à fait transparente. Mais on sait très bien que vu qu'ils sont partisans du pouvoir en place, il ne peut pas y avoir véritablement de transparence et aussi d'équité. Et aussi... J'aimerais préciser une chose, ils se sont arrangés pour faire en sorte que, c'est pour ça que nous, au sein du collectif Ça Suffit, on qualifie le Congo de démocrature. Oui. C'est un acronyme, c'est un mélange de mots en dictature et démocratie. C'est que sur le papier, ils présentent le Congo comme étant une démocratie, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Pourquoi je le dis? Parce que dans la loi électorale, à chaque échelon, on a une forme d'équité qui est mise en place. C'est-à-dire que chaque parti est représenté au sein de chaque cellule, que ce soit au niveau local, départemental, régional et national. Donc ça donne l'illusion d'une réelle démocratie avec la possibilité de contrôler, de vérifier et d'interpeller justement les autorités. Sauf que ceux qui publient définitivement les résultats, c'est le ministre de l'Intérieur, donc le ministre du Pouvoir, qui, pour la petite histoire, a publié les résultats de 2016 à 3 heures du matin, en plein couvre-feu. Alors j'appelle ça un couvre-feu communicationnel, c'est-à-dire que toutes les communications ont été supprimées, l'accès à Internet supprimé, et il n'y avait que eux qui avaient la possibilité de le faire. Ce qui, justement, jette une sorte de doute sur la véracité des résultats, parce qu'on a beau ramener même des résultats transparents, si celui qui les proclame décide de proclamer autre chose, on n'a aucun moyen de pression ni aucun moyen de recours, d'autant plus que, comme je l'ai dit lorsqu'on a fait notre émission il y a quelques temps, on a une Cour constitutionnelle qui peut paraître indépendante, sauf que dans la commission électorale, le président même de la commission électorale, c'est le président de la Cour suprême. Et la Cour suprême, au travers d'un organe qui détermine la carrière des magistrats, peut influer justement sur la Cour constitutionnelle, ce qui justement ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux magistrats qui la composent. Oui, donc vraiment, on n'a pas une séparation, c'est ce que je disais, pas de séparation au niveau des institutions, et on a l'impression que finalement tout est verrouillé, et même de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des recours quand il y a la période électorale se déroule? Est-ce qu'on a la possibilité, les opposants ont la possibilité d'émettre des recours justement par rapport à cette élection qu'ils estimeraient truquée, tronquée? Est-ce que c'est possible pour eux véritablement d'émettre des recours qui est une issue favorable? Le seul recours au niveau local, au niveau national, c'est justement cette Cour constitutionnelle. Mais avec la pression de la Cour suprême et bien sûr du pouvoir en place qui n'hésite pas à encercler de façon militaire, militariser certains responsables, on se doute bien que la Cour constitutionnelle les magistrats qui composent la Cour constitutionnelle ne sont pas totalement libres dans leur verdict final. Au-delà de la Cour constitutionnelle, le palier suivant, c'est la Cour africaine des droits de l'homme ou un truc comme ça, je crois, qui a été saisie en 2016 par Parfait Kolela, qui est aujourd'hui encore candidat. Et dont on n'a pas de retour jusqu'à présent. D'accord. Donc on voit que, et même la réponse qui est donnée par le gouvernement, c'est qu'ils considèrent que le Congo est un État de droit, est un État souverain, ils n'ont pas à partir du moment où la justice congolaise a donné son avis sur les élections, une autre n'a pas droit de venir s'immiscer. Très bien. Le droit d'ingérence, le fameux droit d'ingérence. C'est ça. Ou de non-ingérence. Exactement. Donc, des institutions qui ne sont pas, on va dire, démocratiques, un instrument juridique qui est utilisé par une seule partie uniquement, donc de manière partiale,
Et on a aussi une classe politique qui ne se renouvelle pas, hein, finalement, parce que ce sera l'objet de ma seconde question. Finalement, qu'est-ce qui explique que la classe politique congolaise ne se renouvelle pas? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'y a pas de nouveaux visages, une nouvelle génération d'intellectuels qui pourraient prendre le relais et effectivement faire émerger de nouvelles idées? Est-ce que ça, on peut pas y songer? Si, bien sûr qu'on y songe, et je pense même que c'est en train de se mettre en place de façon, certes, pas à la vitesse qu'on aimerait, mais la nouvelle génération, que ce soit de façon naturelle ou forcée, viendra bien un jour aux manettes. La problématique, c'est que on assiste à la même chose du côté du pouvoir. Oui. Une forme de renouvellement qui ne dit pas son nom, qui reste un peu en arrière-plan, mais qui jouit des mêmes avantages que leur aîné, c'est-à-dire qu'ils disposent facilement de l'argent du trésor pour organiser différentes manifestations, ce que ceux de l'opposition ou ceux qui aimeraient dans l'opposition n'ont pas comme moyen. Ils disposent aussi de la force publique qui aujourd'hui est totalement à leur service, quand par exemple le fils d'un membre du PCT, d'un membre éminent du PCT, donc le parti au pouvoir, se déplace, il a une garde personnelle, chose que de l'autre côté à l'opposition ils n'ont pas. Donc on assiste à la même inéquité à l'échelon du dessous, ce qui fait que ceux qui aimeraient réellement s'exprimer sont un peu, prennent peur, peuvent prendre peur ou sont littéralement étouffés par justement cette pression politique et policière qui existe. Après, on peut espérer que du côté de la société civile émergent aussi de nouvelles voix et se tournent peut-être vers la politique. Mais quand on voit le nombre de personnes qui osent lever le petit doigt pour interpeller le pouvoir et se retrouvent in fine derrière les barreaux, on peut comprendre que ça ne motive pas d'autres personnes à le faire, d'autant plus qu'il y a des familles derrière, on le sait très bien. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est vraiment une variable dont il faut tenir compte, hein, ceux qui mènent des actions sur place, qui sont en fait interpellés et puis surtout menacés dans leur propre vie par rapport aux actions qui pourraient être menées, qui pourraient dissuader en fait finalement des personnes qui voudraient se lancer à se lancer. La jeunesse, parce qu'on a une forte population jeune au Congo, et même africaine de façon générale, mais comme on parle du Congo, quel est le rôle de la jeunesse finalement? Comment est-ce qu'on peut espérer que la jeunesse congolaise puisse prendre à terme le relais ou simplement puisse émerger politiquement parlant ou socialement parlant? Quel est le rôle de la jeunesse au Congo? Le rôle même de la jeunesse, c'est d'interpeller sa classe politique, d'interpeller ses aînés, comme on dit en Afrique, d'interpeller ses papas, ses mamans qui sont justement à ce niveau-là, sur le bien fondé de l'héritage qu'ils sont en train de leur léguer. Parce que cet héritage qu'ils leur lèguent est finalement assez nauséeux et moi j'ai une citation que j'aime bien, nous ne sommes pas obligés d'accepter l'héritage que nous lèguent nos parents. Cet héritage politique fait de haine, de rancœur, de guerre, on n'est pas obligé de l'accepter. On est capable, nous en tant que moi encore je suis plus très jeune, mais les plus jeunes ne sont pas obligés de l'accepter. Ils peuvent justement essayer de proposer une nouvelle vision. Donc ça s'organise, les gens essaient de s'organiser en petits comités, en cercle de réflexion, en think tank, mais toujours en faisant en sorte de faire attention à l'orientation qu'ils prennent. En 2019, il y a
Andrea Ngombe, qui est membre du collectif Ça Suffit et qui s'est lancé en politique en 2019, qui a lancé un parti qui s'appelle Incarner l'Espoir, avait mis en place une cellule au niveau de Pointe-Noire pour réunir un certain nombre de jeunes et commencer à propager une nouvelle vision par de la pédagogie, par la diffusion de messages qui justement orientent les jeunes vers la connaissance de leurs droits réels et bien sûr de leurs devoirs. Ce comité mis en place a été arrêté et ces jeunes ont purgé 1 an à la maison d'arrêt de Brazzaville sans justification aucune, sans qu'aucune décision de justice ne soit édictée, et ils ont été libérés en janvier 2020 sans même que la justice n'ait dit qu'ils sont coupables ou pas. Donc ce genre de menaces, on va dire, qui sont presque mis à la lumière du jour, se font aussi à dessein. C'est-à-dire que lorsqu'ils le font, ils font en sorte de médiatiser ce qu'ils font pour installer la peur auprès des plus jeunes ou bien de ceux de cette génération qui aimeraient se lancer. Quand on voit que pour avoir juste organisé une réunion sur la possibilité de proposer autre chose que ce qui se propose et qu'on finit derrière les barreaux pendant 1 an, je ne pense pas que ça motive beaucoup de gens. En plus, on a une forme de répression au niveau des collèges, des lycées et de la fac de Brazzaville, donc l'université. Récemment, j'ai un contact parce qu'en fait, le collectif Ça Suffit à un certain nombre d'intermédiaires au niveau local. On m'a envoyé des photos montrant que le pouvoir avait installé des postes de police dans les lycées et à la fac. Tout ça pour anticiper, intimider et réprimer le moindre soulèvement. Aujourd'hui, la moindre grève étudiante, même ne serait-ce que pour l'obtention des bourses, ce qu'il faut signaler, c'est que les étudiants engrangent aujourd'hui près de 33 mois d'arriérés de bourse. Oui. Voilà, donc pour ceux qui sont au pays, on va dire qu'il y a encore les parents qui peuvent les soutenir, mais ceux qui sont, on a vu le cas de ceux qui sont dans les pays de l'Est par exemple, c'est juste dramatique. Catastrophique, exactement. C'est catastrophique. Donc voilà, le pouvoir met en place un certain nombre de verrous pour pouvoir anticiper la volonté même de s'engager en politique. Et ils ont mis en place aussi ce qu'avait mis en place le gouvernement de Vichy via les nazis. C'est des responsables par secteur, par palier. C'est-à-dire que par arrondissement, il y a un responsable, par quartier, il y a un responsable, par rue, il y a un responsable chargé de repérer le moindre mouvement des jeunes et dénoncer afin de pouvoir anticiper sur une arrestation généralement très musclé. Donc, on a vraiment affaire à un appareil répressif très organisé, quoi. C'est un réel régime totalitaire, oppressif. La place de la jeunesse, le rôle de la jeunesse, c'est justement de se prendre en main, parce que au final, ceux qui vont payer le lourd tribut de tout ça, c'est ceux qui vont prendre le relais. Et ça, on est en devoir de le dire de façon totalement franche. Mais comment jouer ce rôle dans un État oppressif, là est la question, parce qu'il faut vraiment que les gens se mettent dans le contexte. On n'est pas dans une démocratie où les étudiants peuvent aller marcher, les collégiens peuvent aller marcher. Ça, c'est proscrit. Ça n'existe plus au Congo. Le droit de grève a été littéralement mis au caniveau. Et à la moindre contestation, c'est la matraque et parfois les coups de fusil qui sortent. Oui. On va prendre un petit temps de pause. Et ensuite, on se rejoint pour la suite de la discussion. Très bien.
Ok, alors on va reprendre. Donc, après ce petit temps de pause, on a déjà abordé un certain nombre de questions et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est compliqué. Et puis surtout, les élections approchent et la crainte, je pense, de la plupart des Congolais ou de la plupart des Africains qui s'intéressent à ce qui se passe au Congo, qui sont sensibles, ou des gens de façon générale, hein, puisqu'il n'y a pas que les Congolais qui s'intéressent à ce qui se passe au Congo, ont cette crainte de voir la violence exploser. Donc la question que je veux poser, c'est savoir comment finalement enrayer cette violence. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter le cycle de violence qui est toujours présent lors des élections. Comment est-ce qu'on fait là pour ces futures élections le 21 mars pour éviter des émulsions de violence? Comment on fait? C'est quasiment impossible à empêcher. Le collectif Sassoufis a mis la main sur des documents qu'on a transmis à un consortium de journalistes qui s'appelle de l'OCCRP. Et ces journalistes ont fait des enquêtes démontrant que, comme entre 2014 et 2015, le gouvernement de Brazzaville, entre 2017 et 2019, a importé l'équivalent de 500 millions à peu près en dollars d'armes de guerre. Pour un pays qui est censé avoir une dette de 125% supérieure à son PIB, d'être dans une situation financière catastrophique, d'être face à une crise sanitaire incommensurable et une population qui se paupérise de jour en jour, avec quasiment 45% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. On se pose la question, quelle est l'urgence réelle d'un gouvernement de s'armer avec avec des sommes aussi astronomiques à la veille des élections. Donc, nous considérons qu'on va on va assister forcément à une redite de ce qui s'est passé en 2016 avec les violences mises en place par ce pouvoir. Et la seule chose qui peut permettre justement, qui peut empêcher cela, c'est une prise de conscience de la communauté internationale et des médias. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que en 2015, lors du changement de la Constitution et les massacres qu'il y a eu, et en 2016 avec la guerre qui s'est déclenchée, qui a duré quand même 2 ans, la communauté internationale a été totalement silencieuse. Silencieuse sur le cas du Congo. Et là, la communauté internationale, sans vouloir te couper, mais est-ce que tu peux juste préciser, parce que c'est très vaste pour ceux qui nous écoutent, à qui est-ce que tu penses en particulier? Je pense en premier à l'OUA, à l'Union africaine. Oui. Je pense aux Nations Unies. Je pense à la France, qui forcément pendant cette période a continué à recevoir le prétendu gagnant de l'élection présidentielle, alors qu'il savait qu'au Congo, on continuait à avoir des troubles. Je pense que tous les partenaires, je pense que la seule pression, c'est la pression économique, à mon niveau, à mon avis. C'est la pression économique. À partir du moment où vous êtes en partenariat avec le Congo, partenariat économique, que vous soyez un État, une institution ou une communauté de pays, les relations doivent être arrêtées sur le champ dès qu'on voit qu'il y a des violations de droits humains. Parce que ce sont justement ces collaborations économiques, donc ces financements, ces dons qui permettent à ce pouvoir de s'armer, d'acheter des armes et de mater cette population. La seule pression à mon niveau, moi je pense que c'est cette pression de la communauté internationale. Donc je parle des politiques de la communauté internationale. Pression économique. Voilà, c'est ça. Pression diplomatique, on va dire. Aussi, ok. Ensuite, on a les médias. Il faudrait que les médias anticipent
ce qui va se passer. Pousse le gouvernement à prendre ses responsabilités et ne pas aller au-delà de la ligne rouge. Donc, ne pas franchir cette ligne qui consiste à tirer sur sa population pour conserver ce pouvoir. Qu'on le veuille ou non, la population sortira. Ceux qui iront voter ne voudront pas que leur vote soit volé. Bien sûr. Et partant de ce principe-là, ils vont forcément, soit c'est pas ce qu'on souhaite, nous on milite même pour qu'ils restent chez eux le plus longtemps possible, histoire de créer une forme de désobéissance civile inversée, en refusant d'aller, par exemple, travailler, ça va justement bloquer l'économie. Je pense que le principal noyau, c'est l'économie. Mais au niveau local, c'est quasiment impossible à prévoir ni à anticiper. Oui, d'accord. Bon, déjà, tu as donné pas mal d'idées, hein, pression économique, diplomatique à l'extérieur. Ensuite aussi, une prise de conscience des médias dans leur travail d'information et éviter la désinformation et éviter aussi de donner du crédit à ces personnes-là qui finalement mettent à mal les élections et l'atmosphère qui tourne autour de ces élections sur le terrain. Un petit exemple pour vous donner le poids réel qu'a la France au Congo et en général dans les pays francophones d'Afrique. À la veille de l'élection, à la veille du changement de la Constitution, une question est posée, je crois que c'est par un journaliste du magazine Le Monde, du journal Le Monde, est posée au président Hollande. Oui. L'interpellant justement sur cette volonté de changement de la Constitution. Il lui dit qu'est-ce que vous pensez justement de ce changement de la Constitution qui aurait empêché Sassou de se présenter, mais qui lui permettra demain de faire encore trois mandats. Le président Hollande a dit que le président Sassou a le droit de consulter son peuple. Donc c'est pour partant de si on regarde la réponse sans émotion et de façon totalement raisonnée, il a raison de le dire. Oui. Parce que peu importe le modèle, il a le droit de consulter son peuple. Sauf que dans le cadre d'un référendum, il n'avait pas le droit. Et ça a été récupéré par la machine du pouvoir. Ils en ont fait des banderoles dans les rues de Brazzaville et de Pointe-Noire avec la citation du président Hollande comme pour affirmer que, vous voyez, nous voulons changer la Constitution, même la France est d'accord avec nous. Et ça a créé une sorte de froid au niveau des revendications tant de la population que de la classe politique, qui se sont dit que finalement, si une puissance comme la France soutient ce changement de la Constitution, qui sommes-nous, nous, à notre niveau, pour pouvoir l'en empêcher? D'où l'importance, et c'est pour ça que j'appuie sur cette question diplomatique de la communauté internationale et particulièrement de la France. Nous saluons avec force le travail qui est fait par le gouvernement Macron de ne pas accepter de chercher à isoler le président Sassou parce que, comment dire, en off ne le reconnaissant pas comme le réel gagnant de cette élection. Mais les règles diplomatiques veulent qu'il reste quand même quelqu'un de fréquentable, malheureusement. Oui, tout à fait. Alors, on s'achemine vers la fin de ce podcast. On n'aura malheureusement pas pu évoquer toutes les questions parce que, bien évidemment, 30 minutes, c'est court. C'est vraiment un format très court. Mais voilà, en tant que membre de la diaspora, en tant que Congolais de la diaspora, quel sera ton dernier mot, on va dire, par rapport aux futures élections? Quel est le message? Quel est l'espoir? Voilà, un dernier mot, en fait, tout simplement par rapport à ces élections et par rapport à la situation au Congo. Alors, il est assez facile pour moi, qui suis à l'extérieur du pays, de me positionner, de donner un conseil ou bien des conseils à ceux qui sont sur place. C'est facile à dire, mais c'est difficile à assumer. Pourquoi c'est difficile à assumer? Parce que ceux qui paieront le lourd tribut d'une éventuelle répression, ce seront ceux qui sont sur place.
La seule chose que je souhaite, c'est que ce régime prenne conscience que ce peuple, c'est aussi le sien et qu'on ne peut pas bâtir un avenir serein, apaisé et faire évoluer les institutions et bien sûr développer le pays en tirant tous les 4 ans, tous les 5 ans à la veille des élections sur cette même population qui est censée dynamiser l'économie de ce pays. C'est cette population qui demain fera la richesse de notre pays. Moi, je pars du principe que la ressource première d'un État, c'est sa ressource humaine. Bien Donc, sûr. C'est cette population qui fera justement qui fera la richesse de notre pays. Et donc, la grosse responsabilité va à la classe politique, mais la classe politique tout entière, tant du pouvoir que de l'opposition, de prendre enfin leurs responsabilités des deux bords et que ce cycle infernal de la répression, de la haine, de la violence s'arrête. On est quand même au XXIe siècle. Très bien, Marcus Kissa. Merci beaucoup pour ces échanges. Et puis, merci à toi, Charlie. On se dit, alors je dis aux auditeurs effectivement qui nous écoutent, à bientôt pour le 3e épisode dont on vous dévoilera effectivement le contenu à partir du mois d'avril. Donc on sera effectivement, les élections seront passées et on espère vraiment très sincèrement que ça se passe avec moins de violence en tout cas et qu'il y ait plus de raisonnement du côté du pouvoir en place. Voilà, merci beaucoup Marcus Kissa. Merci. Yeah. Martial Panoje, Mwana Maizwa, Yoga, Stow, Killa, Zwa. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah.